Jusqu'où peuvent aller les assemblées provinciales? Motions et pétitions seront-elles réellement interdites? Est-ce que le député provincial n'est pas lui-même source de soupçons et mérite donc d'être brimé? Face à face spécial, je reçois ce mardi 18 novembre, après le journal de 19h, l'honorable Mathéus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Chopo. Rediffusion ce mercredi 19 novembre, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Face à Face. Mais jusqu'où peuvent aller les institutions provinciales? Le gouvernement qui leur demande, parce qu'il faut garantir la stabilité des institutions, de ne plus initier motions et pétitions contre le gouvernement et membres du bureau. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec vous. Monsieur Mathéus Kanga, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo. Alors, question directe. L'article 196 et 197 prévoit que les assemblées provinciales ont le droit de contrôle et de déchéance sur les gouvernements. Est-ce qu'on vous demande, est-ce qu'on vous a demandé, vous qui vous êtes récemment rendu à Kinshasa et avez signé acte d'engagement, de ne plus user de ce droit? Merci beaucoup. Je crois que jusque-là, c'est le vœu exprimé par le chef de l'État, qui est celui de voir moins d'émotions et de pétitions possibles, moins d'émotions contre les membres du gouvernement provincial, et particulièrement contre les gouverneurs, et moins de pétitions contre les membres du bureau, dont les présidents des assemblées provinciales. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus user des moyens de contrôle. C'est un vœu qui a été exprimé, c'est un message qui a été transmis par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, demandant aux assemblées de pouvoir voter des moratoires en vue de cette surséance. Mais on attend voir la suite par rapport à l'attitude que les assemblées vont adopter vis-à-vis de ça. Parce qu'on a demandé aux membres des bureaux, mais dans une assemblée, aussi bien nationale que provinciale, ce n'est pas les bureaux celles qui décident. C'est l'assemblée plénière qui est l'organe suprême, c'est l'assemblée plénière à qui revient le dernier mot. Ma question était, est-ce qu'on vous a demandé de surseoir à la pratique de vos droits? On nous a demandé de prendre des moratoires. Et les moratoires demandent à ce que, pour un moment donné, pendant ces moments de guerre, qu'il y ait surséance des motions et des pétitions. C'est ce que voudrait le moratoire. Mais ce moratoire-là n'est pas encore adopté par les différentes assemblées provinciales. L'article 197 de la Constitution dit ceci, je le lis, l'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Comment contrôler si vous ne pouvez pas motion et pétition réaliser? Logiquement, une motion, une pétition, c'est les moyens ultimes de contrôle. D'abord, il y a différentes étapes. On ne nous a pas interdit de pouvoir faire usage des commissions. Parce que quand vous mettez en place, par exemple, une commission d'enquête, tel que c'était le cas pour la province de la Chopo, c'est cette commission d'enquête-là pour formuler plusieurs recommandations, plusieurs griefs. Et notamment, au-delà de la motion, on peut mettre en justice. On peut décider, la commission peut décider de déférer en justice un gestionnaire coupable. Et au-delà de ça, le contrôle n'a pas que pour rôle de pouvoir aboutir à une sanction. Le contrôle peut aussi avoir un rôle pédagogique. C'est-à-dire, on voudrait quand même à ce que, pour aboutir à une motion, que ce soit plutôt le moyen ultime. Quand on se rend compte que toutes les étapes ont été épuisées, c'est à ce moment-là qu'on peut recourir à une motion en dernier lieu ou bien à une pétition quand il s'agit des membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Mais à tout état de cause, nous osons croire que nous avons des textes qui nous régissent, nous avons cette stabilité à préserver, mais là aussi nous devons faire la part des choses. La stabilité institutionnelle ne veut pas dire aussi une carte blanche. Les chefs eux-mêmes ne cessent de le répéter. Mais aussi ça ne veut pas dire stabilité institutionnelle n'est pas aussi synonyme de stabilité des individus. Parce qu'il y a la différence entre les individus et les institutions. Un individu peut passer, mais les institutions doivent demeurer stables. C'est-à-dire que si aujourd'hui le président de l'Assemblée provinciale n'est plus là, l'institution Assemblée provinciale doit continuer de fonctionner normalement. On a connu ça ici au niveau de Kinshasa. Le président Vital Kamerhe a été déchu. Il a démissionné de ses fonctions après avoir été visé par une pétition. Mais aujourd'hui, on a un autre président qui est là. Est-ce qu'on a senti ces vides-là? Non. De la même manière, la plupart de nos collègues qui sont tombés aujourd'hui
plus de 7 présidents de l'Assemblée provinciale qui sont tombés. Mais est-ce qu'il y a eu chaos là où il y a eu des déchéances? Non. Ça veut dire que quand on a des institutions stables, les individus peuvent passer. Mais la gestion de l'affaire publique ne pourra pas subir cela d'une manière ou d'une autre. Je ne vous ai pas encore demandé si vous êtes pour ou contre la demande du gouvernement, hein, vous noterez. Vous avez parlé de rôle pédagogique. Ouais. La peur de la sanction, il n'y a pas pire que ça. Vous seriez donc, selon la demande faite, il vous serait permis de contrôler les responsables des institutions, mais eux seraient assurés de leur maintien dans leurs fonctions à cause de l'acte d'engagement que vous êtes engagé à faire appliquer? Pas forcément. Pas forcément parce que il y a des cas, par exemple, de flagrance, il y a des cas de détournement massif. Au-delà de la sanction parlementaire, il y a des sanctions judiciaires, d'ordre judiciaire. Donc, à tout état de cause, à moins que l'on ne soit pas soucié de son avenir politique, pour pouvoir tremper dans une mégestion. Parce que ça peut vous rattraper d'une manière ou d'une autre. Si pas aujourd'hui, même demain. Donc, de ce côté-là, nous osons croire qu'il y aura une issue favorable. Il y aura une issue en faveur de la démocratie surtout et du respect de la Constitution et des lois de la République. Je ne comprends pas l'issue favorable dont vous parlez. Issue favorable que ce que le gouvernement vous a demandé ne soit pas réalisé. Vous dites que l'Assemblée ne s'est pas encore prononcée. Ou issue favorable malgré ce moratoire, malgré malgré cet acte d'engagement, vous allez pouvoir maintenir le travail tel que vous le faisiez auparavant? L'acte d'engagement, d'abord, comme je l'ai dit ici, a parlé des préalables avant d'aboutir à une motion. C'est-à-dire, comme au niveau des assemblées, nous avons d'autres moyens d'information tels qu'une question écrite, une question orale avec débat. On peut adresser cela à un gouverneur, à un exécutif. On peut mettre en place une commission. Les résultats de cette commission-là, si il y a des éléments accablants contre la personne concernée, le gestionnaire qu'on a eu à contrôler, c'est à ce moment-là qu'on peut finalement aboutir à une motion, à une pétition. C'est à ce moment-là. Mais pas se lever un matin comme ça se passe dans certaines assemblées, où vous levez, tout simplement par haine, par souci de vengeance, de pouvoir se régler des comptes. On pond une série de griefs sur papier sans pouvoir vérifier des allégations. Ce qui a été par exemple le cas contre Nola Tchopo, contre la personne qui est en face de vous. Vous avez été sujet, l'Assemblée n'a pas suivi. Vous avez en retour, vous, mis en accusation et déchu le gouverneur Paulin Lendongolia en partant du début du contrôle jusqu'à la déchéance? Pour mon cas, par exemple, il n'y avait pas une commission de contrôle parce que j'étais visé par une pétition. Alors que les griefs qui étaient reprochés avaient été déjà justifiés lors de la présentation du rapport des bureaux, suivi d'une commission de vérification des faits qui étaient dans les rapports. Voilà pourquoi je n'ai pas eu beaucoup de mal à m'en sortir, parce que tout ce qui était reproché pouvait facilement se justifier par des preuves probantes. Pour les cas du gouverneur... Pour nos auditeurs, rappelons que vous étiez accusé du détournement d'argent de Frivao, de détournement de frais de fonctionnement, collusion avec un 23 et insulte aux dirigeants. Donc, pour vous, il n'y a pas eu ces étapes préliminaires et vous êtes retrouvé directement à la pétition? Ouais, je me suis retrouvé directement à la pétition suite à ces allégations-là. Voilà pourquoi je n'ai pas eu trop de mal à pouvoir les balayer. Pétition menée par qui au sein de votre propre bureau, au sein de votre propre assemblée? Par certains de mes collègues, mais téléguidés par le gouverneur de province, Déchi, qui ont eu à reprocher ces faits-là. Paulin Lendongolia. Ouais. Et lui, qu'avez-vous fait pour c'est pas moi qui ai fait. C'est pas moi qui ai fait, ce sont les députés provinciaux qui ont également décidé de pouvoir ainsi les viser par une pétition, par une motion. Les députés provinciaux dont vous êtes? Les députés provinciaux dont vous? Moi, je n'ai pas été signataire parce que les présidents, je ne peux pas signer une motion contre le gouverneur. Mais vous avez voté? Oui, j'ai eu à voter. Est-ce que le vote de cette déchéance ou de cette motion a, elle, usé tous
tous les canaux, questions orales, questions écrites. Comment a-t-il été déchu, lui? Oui, d'abord, c'est le résultat d'une longue série d'enquêtes. Au mois de décembre dernier, l'Assemblée provinciale c'était au mois de septembre 2024, a eu à mettre en place une commission chargée d'aller contrôler comment l'exploitation des minéraux s'effectuait dans la province de Lacho, particulièrement dans le territoire de Bafouassende, où il y a eu des éléments très accablants, notamment des recommandations qui ont été, à l'issue de cela, des recommandations ont été formulées à l'endroit du gouverneur qui devrait mettre en application. Malheureusement, il n'a jamais su les appliquer puisque lui-même est dans l'exploitation illicite des minéraux. Il pouvait donc se protéger et pouvoir ainsi mettre dans les frigos ces recommandations de l'Assemblée provinciale. Mais au-delà de ça, il y a une question orale qui a été adressée à son ministre provincial des Sports. Il a fait tout pour pouvoir bloquer cette question orale. Et comment le gouverneur exécutif fait pour bloquer une question orale qui se passe dans votre organe législatif? La démocratie dans notre pays, ça fonctionne à plusieurs vitesses. Et il y a certaines choses que c'est difficile de croire, mais nous qui sommes à l'intérieur, savons qu'il est possible de pouvoir utiliser un député d'une manière ou d'une autre pour créer des échappatoires. Et c'est ce qui s'est passé ces jours-là, à la grande surprise de tout le monde d'ailleurs. Et de la même manière pour lui, une question orale lui a été adressée. Il a tout fait. Il a même contacté le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour pouvoir bloquer une simple question orale afin qu'il ne puisse pas répondre. Il y a eu des pourparlers où il a accepté de venir répondre à cette question orale. Malheureusement, les matins, nous avons eu des échos qu'il avait préparé encore, cette fois-là, un député pour pouvoir intervenir par une motion incidentielle en vue de bloquer cette question orale-là, ce qui n'est pas autorisé, bien sûr, par notre règlement intérieur. Et ces jours-là, il a eu à mobiliser des bandes des délinquants de la ville, parce qu'il y avait même des blessures dans la salle de la séance plénière. Et pour des raisons sécuritaires, la plénière avait été avortée en pleine séance. Nous étions obligés de nous soumettre en vue de protéger nos collègues et les participants à la séance plénière. Et à l'issue de ça, on a mis en place plusieurs commissions d'enquête. Et ces commissions d'enquête ont abouti aux conclusions des détournements, notamment des 1 217 000 qui étaient dotés par le gouvernement de la République dans le cadre des travaux de la route nationale numéro 4. 1 million de dollars qui étaient dotés pour les travaux du stade de Lumumba. Ces jours, plus de 727 000 dollars, si j'ai bonne mémoire, dans le cadre de la surfacturation des marchés des véhicules dotés aux membres du gouvernement provincial et des membres du bureau, des véhicules de troisième mètre d'ailleurs, ce qui est totalement interdit par la loi de passation des marchés, mais aussi le détournement de la taxe conventionnelle, où on ne sait pas la direction qui s'en prend, parce que cet argent-là devrait servir notamment à la reconstruction de la voirie urbaine, ce qui n'est pas une surprise pour tous. On peut voir un tronçon, depuis qu'il est là, un tronçon d'un moins d'1 kilomètre, faire plus d'1 année et demie, sans que les travaux ne s'achèvent. Et le détournement de plus de 100 000 dollars de l'argent de la quote-part de la province dans le cadre des frais perçus par l'OCC et plusieurs autres griefs, notamment le détournement de véhicules. Il y a eu 10 véhicules Sinotrac et 5 véhicules nivelés dans le cadre des travaux publics de la province, mais qui jusqu'à ce jour restent non retracés, alors que cela avait déjà traversé la douane. Et tout ça est acté, tout ça est listé. C'est le gouverneur qui est à l'origine de tout ça. Le gouverneur n'a pas pu répondre devant vous de tout ce dont vous parlez maintenant. À l'issue de la commission d'enquête qui a été mise en place, il a eu à reconnaître les écarts. Il a reconnu les écarts. Il a reconnu les écarts. J'ai ça avec moi. Et à un moment donné même, il s'est érigé en obstacle contre la commission, disant que les membres de la commission n'avaient pas le droit de contrôler les fonds en provenance du gouvernement central, et traduisant ainsi la non-maîtrise de la loi des finances provinciales, de l'édit budgétaire, qu'il a eu à apporter lui-même devant l'Assemblée provinciale, qui est autorité budgétaire, qui est censée contrôler les budgets de la province, notamment qui regorge les ressources internes, où notamment nous avons des taxes et autres mobilisées localement, ainsi que les frais de rétrocession en provenance du gouvernement central. Mais malheureusement, le gouverneur
a fait preuve, passez-moi l'expression, d'une ignorance de tout ça. Et vous venez à Kinshasa après que le vice-premier ministre de l'Intérieur vous appelle et vous vous engagez à signer un acte d'engagement qui vous interdit de pouvoir sévir contre ce genre d'individus. Bon, c'est pas que l'acte d'engagement interdit tout ça, mais l'acte d'engagement définit des préalables tels que je viens de vous donner, et ces préalables-là, nous l'avions respecté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à l'Assemblée provinciale de la Tchopo d'avoir marché à la compte de cet acte d'engagement, puisque toutes les étapes ont été respectées. Et comme on a dit, cet acte d'engagement n'était pas synonyme d'une carte blanche donnée aux gestionnaires. Voilà pourquoi on n'a pas pu donner une carte blanche au gouverneur déchu de la province de la Tchopo, M. Paul Ndongolia. Il a eu cette carte rouge. Mais si cet acte d'engagement n'est pas autant privatif de vos droits, pourquoi pensez-vous ou dites-vous que l'Assemblée, c'est le bureau qui l'a signé, c'est le bureau qui s'engage, mais que vous n'êtes pas certain que l'Assemblée va suivre le bureau? Non, il faut faire la part des choses. L'acte d'engagement parle de la procédure avant d'aboutir au moyen ultime de contrôle qui est une motion. Mais là, nous parlons maintenant d'un moratoire demandant la surséance des motions et des pétitions pendant cette période. Le moratoire, c'est aux assemblées de pouvoir les voter. Mais maintenant, le problème qui va se poser, c'est ce que nous avons mis à dire aux membres du gouvernement central, même à la première ministre, nous avons eu à dire ça également au président du Sénat. Le problème, c'est la faisabilité par rapport au texte. Il y a la Constitution, il y a la loi sur la libre administration des provinces, il y a nos règlements intérieurs. Que faire de ces textes pendant ce moment-là? Est-ce qu'il faudra que les assemblées puissent prendre un acte qui va violer la Constitution? C'est ça le problème. Ça, par peur d'être déclaré non conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. C'est ça la grande crainte. Parce que jusque-là, il n'y a pas eu suspension de la Constitution. C'est la même Constitution qui nous régit. Donc la demande du gouvernement, selon vous, vous n'êtes pas la Cour constitutionnelle, on s'entend bien, est inconstitutionnelle? C'est pas ce que j'ai dit. Mais au moins, je crois qu'il faut étudier ça en profondeur, en vue de pouvoir trouver des voies et moyens pour présenter quelque chose qui ne va pas aller à la compte de la Constitution. Parce que même le chef de l'État lui-même, lors du dernier Conseil des ministres, certes, il a demandé au vice-premier ministre ainsi qu'au service de sécurité de pouvoir faire en sorte que la stabilité puisse devenir une réalité au niveau de nos provinces, mais en demandant aux députés de pouvoir faire usage des moyens de contrôle de la loi et de la Constitution de la République, sans pourtant les violer. C'est ça aussi le problème. Donc il y a une certaine ambiguïté qui nécessite à ce que nous avions même demandé, à la chef du gouvernement central, à ce que cette question-là puisse être étudiée en profondeur. Et que les dialogues puissent être au centre de tout. Afin qu'on fasse comprendre aux assemblées l'importance de la stabilité pendant cette période ici. Et que donc que le gouvernement revienne sur sa décision ou sur son ordre de vous demander de ne plus faire moratoire, de ne pas voter moratoire pour éviter motion et pétition. Jusque-là, le gouvernement n'a pas pris une décision. Le gouvernement a formulé une recommandation aux assemblées sont V, qui est le V du chef de l'État. Une recommandation qui viole la Constitution. Bon, à ce moment ici, il y a également la question sécuritaire qu'il faut prioriser. Non, pardon, on parle de Constitution, on ne parle pas de sécurité. Là, on parle de droit. La loi suprême, elle est au-dessus de tout. Ouais. Une recommandation qui viole la Constitution. Je n'ai pas dit que ça viole la Constitution parce que jusque-là, il n'y a pas une recommandation pareille. On définit, on ne veut pas tout simplement qu'il y ait un laisser-aller dans tout ça. Oui, mais vous dites qu'il n'y a pas de recommandation, mais vous dites... Non, il y a une recommandation, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de recommandation. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'acte. Mais si vous passez à l'acte... Il n'y a pas encore de moratoire. D'accord. Mais si vous passez à l'acte, suivre la recommandation du gouvernement, il risque d'y avoir violation de la Constitution. Si on votait les moratoires sans tenir compte des préalables, sans tenir compte des textes constitutionnels, voter ça de manière brute, sans encadrer cela par des textes si conformés, je crois qu'il y aura violation de la Constitution. Mais alors, il y a possibilité de pouvoir prendre des mesures sans violer la Constitution. Quelle disposition particulièrement est-il possible de prendre pour que cette recommandation passe des faits, qu'elle soit adoptée par vous, mais qu'elle ne viole pas la Constitution? Par exemple, faire du contrôle parlementaire, des étapes, une obligation, des étapes à suivre, définir les étapes à suivre.
en faire une obligation. La attention, les contrôles parlementaires, c'est avant motion et pétition. Le moratoire, motion, vise les motions et pétitions. Une fois que tout ce travail est fait, vous arrivez au moment de la motion ou de la pétition. Vous avez voté un moratoire, donc vous ne pouvez pas y passer. Et donc, Constitution sera violée. Ou ne me parlez plus de ces étapes préliminaires. Dites-moi, pour une assemblée provinciale qui se trouve devant un membre du bureau ou de l'Assemblée indélicat, un gouverneur ou des membres de l'exécutif incompétents, qu'est-ce qu'elle doit faire si moratoire elle a voté? Ce qu'elle doit faire à ce stade-là, c'est épuiser toutes les étapes. Après avoir épuisé toutes les étapes, elle peut aller à une motion. Elle peut. Alors qu'elle a elle-même signé moratoire. Voter moratoire. Ça dépend. Sur base de la recommandation. On n'a pas encore le contenu de ce moratoire. Pardon. On n'a pas encore le contenu de ce moratoire. Ah, vous n'avez pas le contenu du moratoire. Non, parce qu'on n'a pas encore voté. Mais ce moratoire dit quoi? Ce moratoire dit suspender pendant cette période toute motion et pétition. C'est-à-dire que quel que soit le contenu que vous allez mettre à votre moratoire, le but c'est qu'il n'y ait plus motion et pétition. Et vous dites qu'on n'a pas violé la Constitution, c'est pas anticonstitutionnel, ce n'est pas un ordre ou une recommandation mal donnée ou anticonstitutionnelle du gouvernement que vous semblez vouloir protéger dans votre réponse. Mais dans les faits, vous dites qu'il faut qu'il y ait beaucoup de choses de changer. Ne me parlez pas des étapes préliminaires parce que on a passé ce stade, on est à la pétition et aux motions. Peut-être qu'il faudra trouver un terme plus approprié pour encadrer tout ça. Mais je ne crois pas que l'on va aboutir à la suspension totale des motions et des pétitions. Je ne crois pas. Puisque c'est un moyen à la disposition des députés tant nationaux que provinciaux. Parce qu'au niveau national, aujourd'hui, on ne peut pas interdire à un député national de pouvoir faire une motion. Ce n'est pas interdit. Les mêmes droits que jouissent les députés nationaux et les sénateurs, ce sont les mêmes droits que jouissent les députés provinciaux. Mais je crois que dans ces cadres-là, c'est là où les assemblées provinciales demandent la mise en place d'un cadre de concertation avec le pouvoir central pour pouvoir échanger sur certaines choses. Puisque nous aboutissons à ceci, pourquoi? C'est les résultats des lobbying et des plaintes multiples des gouverneurs auprès du chef de l'État. Ils ont mis, vous savez qu'ils ont beaucoup de moyens que les assemblées provinciales, ils ont mis en place un fort lobbying. J'ai pris part à plusieurs conférences de gouverneurs où la seule plainte, c'est qu'on doit obtenir un moratoire pour suspendre les motions et les pétitions contre les membres du gouvernement provincial. Et on se demande pourquoi, parce que beaucoup ne veulent pas de contrôle, beaucoup ne veulent pas rendre compte, alors que beaucoup d'entre eux dirigent nos provinces de la manière dont ils dirigent, sans même suivre, sans honorer les chefs de l'État. Parce que beaucoup d'entre eux ont été élus dans les conditions qu'on sait, au niveau des assemblées provinciales, qu'ils n'ont pas respecté le fait du profil et peut-être ne se sont pas posé les vraies questions, ont préféré plutôt encaisser l'argent que les uns et les autres leur donnaient. C'est ça malheureusement dans la plupart de nos provinces. Donc vous êtes les élections au second degré. Donc vous êtes autant responsable, vous? La responsabilité est partagée. Parlons de la vôtre. Assemblée provinciale. Oui. Certes, il y a des gouverneurs indélicats, oui, mais il y a beaucoup plus de députés provinciaux roublards et à la patte du gain facile. Il y en a. Si j'ai dit le contraire, ici, je passerai pour un menteur. Parce que vous parlez du lobbying des gouverneurs, mais certains des gouverneurs ont raison. Comment pouvoir travailler sur la durée? Je ne prends pas peut-être votre cas, mais il y a eu beaucoup de gouverneurs destitués, même récemment. Prenons le cas du Sankourou. Pendant 10 ans, cette province a été ingouvernable du fait des problèmes entre les députés provinciaux. Bon, parler de l'ingouvernabilité, il faut étudier en profondeur la question. Puisque, de la même manière à la Chopo, on a connu beaucoup de gouverneurs. Ils sont déchets après une année, 2 ans et tout. Toujours pour des bonnes raisons? Pour de très bonnes raisons. Toujours? Pour de très bonnes raisons dans la plupart, à quelques exceptions près. Je ne sais pas faire exception de qui, puisque même le gouverneur qui venait d'être déchu, lui-même a été porteur d'une motion contre l'ancien gouverneur. C'est lui qui l'avait déchu. Aujourd'hui, il se retrouve dans la même situation que celui qui est l'un de ses prédécesseurs, contre qui il était porteur d'une motion. Et malheureusement, en lisant les deux motions, ce qui lui était reproché à l'ancien, c'est pratiquement la même chose qui lui est reproché, et peut-être de la pire des manières. Peut-être parce que le député provincial n'est pas là pour le bien de ceux qui l'ont élu.
pour son propre bien une fois qu'il arrive à l'exécutif, parce que le législatif, l'Assemblée provinciale n'est qu'une étape. Une fois qu'il est aux responsabilités, son seul souci, c'est lui et non pas ceux qui l'ont élu. Son seul souci, c'est lui. Beaucoup bon. Mais tel que certains nous font croire, comme les nôtres là qui nous faisaient croire, qu'il a investi beaucoup d'argent pour la campagne et que, bon, entre guillemets, nous on s'est dit, c'est que tout ce qu'il fait, c'est d'abord récupérer entre guillemets, son investissement. Et comme vous en avez été les premiers bénéficiaires, vous lui laissez le temps de récupérer son argent? On n'a pas été les bénéficiaires. Voilà, c'est pas que l'on a été les bénéficiaires de manière individuelle. Vous avez été quasi tous les bénéficiaires. Pour élire sénateur, pour élire gouverneur, c'est vous qui empochez l'argent. Mais si je vous dis que j'avais voté les candidats gouverneurs ainsi que les candidats sénateurs sans toucher un seul franc, vous allez croire? C'est lui qui est là laissé. Je ne l'avais pas voté. Allez, chacun dit ça après coup, hein. Mais sur le coup, celui qui n'a pas donné d'argent, il n'est jamais élu. Bon, du coup, comme les candidats que moi j'avais voté, ils ne m'ont pas donné un seul franc. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé gouverneur. C'est lui qui est passé, il sait comment il est passé. Moi, je ne saurais pas les juger. En donnant de l'argent. Ah si, vous le savez. Bon, en donnant de l'argent, je dirais ça oui, parce que lui-même, il a affirmé ça une fois. Je l'ai dit, devant même le VPM, de l'intérieur. Mais puisque vous savez tout ça, ce qui était d'ailleurs très choquant. Vous êtes président de l'Assemblée provinciale. Ouais. Vous êtes conscient que vous êtes à la tête d'une assemblée d'élus corrompus. Que dire à la tête d'une assemblée d'élus corrompus? Je pense qu'il y a des pratiques malencontreuses. Mais est-ce que le président de l'Assemblée provinciale a le contrôle de la situation? Est-ce que le président de l'Assemblée provinciale sait où est-ce que les gens se racontent? J'ai posé la question suivante. Est-ce que vous savez que vous êtes à la tête d'une assemblée d'élus corrompus? Je n'ai pas parlé du président de l'Assemblée provinciale. J'ai dit que pour être élu, notamment gouverneur de province, la plupart des gouverneurs arrosent les députés. La plupart des gouverneurs arrosent les députés. Oui ou non? Oui. Donc vous êtes d'accord avec moi que vous êtes à la tête d'une province dont la majorité sont des corrompus. Ils n'ont pas voté par conviction, ils n'ont pas voté pour le peuple, ils ont voté pour leur propre poche. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement, dès lors à Kinshasa, puisse penser quand il voit cette même assemblée, sans passer par les préliminaires, vous l'avez dit dans certains cas, destituer à tour de bras bureaux et membres des gouvernements provinciaux? D'abord ici, je ne voudrais pas forcément dire que le choix a été motivé sur base de ce que vous avez appelé arrosage. Pas forcément. Puisqu'il y a des gens qui ont eu à prendre l'argent de certains candidats sans pouvoir les voter. C'est-à-dire qu'au-delà cet arrosage, au-delà de cet arrosage, il y a également des critères individuels de chaque député de manière particulière qui les poussent à voter pour tel ou tel autre candidat. Ils sont non seulement corrompus, mais ils sont malhonnêtes. Ils n'ont aucune morale. Ils prendraient non seulement ils acceptent l'argent de la corruption, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est pas ce que j'ai dit. Si. Vous avez dit il a pris l'argent, mais il ne vote pas. Ça veut dire non seulement il a accepté l'argent de la corruption, mais en plus il fait preuve d'une immoralité totale en ne votant pas ce pourquoi il s'est engagé. S'il faut le dire ainsi, je dirais que c'est le cas pour tout notre peuple. Parce que je crois que pendant la période de campagne, vous accompagnez même certains candidats sur le terrain. Top Congo, ces médias, ces journalistes accompagnent certains candidats. Ils voient comment est-ce que la campagne se déroule. Dans notre milieu, c'est un système qui commence... Et nous le disons. La différence avec vous qui n'avez pas le courage de dire, j'ai reçu de l'argent, je le mets sur la table pour voter ce monsieur, mais je ne vais pas voter pour lui, je vais voter pour quelqu'un d'autre. Top Congo parle de cette corruption et est en train même de vous en parler encore à vous maintenant. Et moi, je suis l'exemple parfait qui vous dit de l'anticorruption. J'ai voté pour un candidat gouverneur, pour un candidat sénateur, sans toucher un seul rond de lui. Je vous l'ai dit. Donc, je voudrais parler de moi sans parler des autres. Mais je ne parlais pas de vous, je parlais de votre assemblée. De mon assemblée. De votre assemblée majoritairement indélicate, on va dire ça, parce qu'on va nous attaquer pour diffamation. C'est pas le but du jeu. Du fait de l'élection d'un gouverneur, parce qu'elle a reçu de l'argent. Cette même assemblée qui, une fois peut-être qu'elle ne se retrouve pas dans l'argent, commence à ouvrir les yeux qu'elle avait fermés pendant longtemps. Pour en avoir plus, certains ont dit que les assemblées qui durent plus sont les assemblées où les députés sont les mieux traités.
c'est vous-même qui avez utilisé le terme. Non, non. Vous voyez bien de quoi je parle. Vous êtes juste à retrouver le mot. Et que donc la stabilité des assemblées provinciales, ce n'est que traitement ou bon traitement de ces élus. L'exécutif national peut se poser la question de savoir est-ce que ces assemblées, et je vous la pose, est-ce que ces assemblées sont encore fiables? Est-ce qu'elles servent encore à quelque chose? C'est vrai qu'elles sont constitutionnelles, mais est-ce qu'il sert encore à quelque chose d'avoir des assemblées où il n'y a que des combats d'influence à l'argent? Non, s'il faut résumer le fonctionnement des assemblées en termes d'argent ou de corruption tel que vous le dites, moi je dirais tout à fait que c'est faux. Parce que sinon, si c'était le cas, je vous donne l'exemple de mon assemblée provinciale, je ne serais pas là aujourd'hui, je ne serais pas maintenu et le gouverneur ne serait pas déchu. Le gouverneur a plus de moyens que moi. C'est lui le gestionnaire des fonds de la province. C'est lui le gestionnaire du budget de la province. Nous sommes autorité budgétaire, nous votons des chiffres, mais c'est lui qui manipule, c'est lui qui exécute. C'est un opérateur économique. Il ne s'en cache pas. Mais ça veut dire que si c'était en termes d'argent, ce serait moi qui partirais aujourd'hui et c'est lui qui resterait encore là. Donc résumer cela et puis dire que le gouvernement national devait motiver ces différentes décisions par rapport au fait que les assemblées sont plus à la solde d'argent et tout contrôle du fonctionnement. Non, les élus ont besoin de moyens pour fonctionner. Ils ont besoin d'un traitement équitable. Je crois que sur votre plateau, une fois, le chef de l'État a eu même à reconnaître que les élus sont parfois des intervenants sociaux. Je peux vous donner les cas. Chaque jour en nous réveillant... Même si ce n'est pas le rôle, même si ce n'est pas son rôle. Même si ce n'est pas son rôle. En nous réveillant, chaque jour, vous retrouvez 10 personnes, 20 personnes devant votre porte. Chaque jour, vous avez l'appel, il y a tel endroit, il faut intervenir acheter un cercueil. Il y a tel pont, à tel endroit dans votre quartier où les députés doivent aller arranger tout cela. Il y a tout ceci. Donc, c'est un problème qui doit être corrigé. Parce que vous croyez que ce n'est que le cas du député du fait de son élection, ou c'est le cas de toute personne qui, dans un monde de pauvreté, respire la prospérité? Les députés ne sont pas les seuls concernés. Dans cette communauté de pauvreté, toute personne en mesure de pouvoir aider les autres en est quasi obligée, pas que les députés. C'est pas pour cette raison que les députés doivent en devenir indélicats. Non, je ne dis pas que c'est pour cette raison, mais les plus grands, les plus concernés sont les élus. Je suis médecin. Avant de devenir député, je ne recevais pas autant de monde chez moi. C'était des cas rares, exceptionnels. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde. Pourquoi? Tous vos électeurs. Pourquoi? Tout simplement parce que le député, à terme, veut être réélu et continuer à bénéficier des conditions qui sont les siennes. Parce que si c'était autant pesant, si une mission, une charge est autant pesante, vous connaissez quelqu'un qui la garde? On s'en débarrasse. Non, mais quand on est animé aussi par la volonté de pouvoir servir les siens, malgré ça. Parce qu'au sein d'une communauté, la loi prévoit que nous ayons une catégorie de personnes qui soient les porte-parole des autres, qu'on appelle des députés. Et en devenant les porte-parole des autres, malheureusement, on devient également les porte-fardeaux des autres. Donc, à ce titre-là, nous, à ce stade ici, je ne saurais pas vous dire que les autres ont la même charge que les députés. Même les ministres nationaux n'ont pas la même charge que les députés. Même les ministres. Alors que tout ce qu'ils ont comme frais de fonctionnement, comme revenus, c'est de loin, au-delà de ce qui touche les députés. Mais pourquoi on regarde seulement vers les députés? Pourquoi? Parce que vous allez leur promettre des choses avant d'être élu. Parce que vous devez leur promettre des choses pour être réélu. Le ministre provincial n'a pas été élu, pas particulièrement, sauf si, comme dans beaucoup d'assemblées provinciales, le ministre est élu. Le ministre, il n'a rien à faire valoir par rapport à la population qui peut dire à vous, M. Mathéus Kanga, si vous êtes là où vous êtes, c'est parce que j'ai voté pour vous. Oui. Mais aussi, c'est pas question seulement d'être élu, de cette redevabilité-là, mais aussi question de notre société. Il y a le mental de notre peuple. Il y a le mental de notre peuple qui pense qu'en élisant une personne, bon, parce qu'on ne vote pas les programmes chez nous, hein, même si logiquement l'élection devrait être basée sur certaines évidences, sur certaines convictions, sur l'idéologie politique, sur les valeurs que porte tel ou tel autre parti politique. Mais chez nous, c'est l'individu.
On vote l'individu. On vote l'individu, Lousakweno, qui est peut-être un fils du quartier, qui est peut-être qui aide les gens au niveau du quartier, qui est un papa social au niveau du quartier, et on ne vote pas de valeur. C'est là où nous nous retrouvons dans cette sorte de kill de sac, où à la fin des comptes, on se retrouve piégés nous-mêmes, et nous, et le gouvernorat. Piégé dans le piège que vous avez vous-même tendu, puisque vous devenez papa social pour être député, et après vous plaignez d'être papa social alors que c'est vous-même qui l'était devenu pour être député. Pas forcément. Moi, par exemple, j'ai été élu parce que j'ai été papa social. Je suis un ancien militant, et cadre de la société civile, défenseur des droits humains, et au vu de mon parcours, c'est suite à ça que j'ai été élu. Il y a certes quelques personnes qui sont élus parce qu'ils sont papa social, mais en étant tous élus, à la fin des comptes, la population veut à ce que nous tous nous puissions nous comporter de la même manière. Malheureusement. Malheureusement pour vous. Malheureusement pour nous. Pour terminer avec ces dossiers assemblée provinciale en règle générale, est-ce que vous pensez, un ancien gouverneur, celui du Congo central, Deon Koussou pour le citer, est-ce que vous pensez qu'elles sont encore utiles? Un ancien gouverneur a dit les assemblées provinciales ne sont peut-être plus forcément utiles. À l'époque, il n'y avait pas d'assemblée provinciale, il y avait des directeurs provinciaux qui avaient plus ou moins la même fonction que les députés ou ministres, pardon. Le gouverneur était nommé par le président de la République et ça fonctionnait mieux que maintenant, où tout est toujours chamboulé et où tout coûte beaucoup plus cher à tous. Non, les assemblées provinciales sont très utiles. Ce sont des organes de contrôle au niveau des provinces. Et au-delà de ça, ce sont les assemblées provinciales, les députés provinciaux qui portent le plus des aspirations de la population, puisque les députés provinciaux sont plus proches de la population que les autres, plus que même les députés nationaux, qui vivent ici à Kinshasa avec vous. Mais en province, au quotidien, ce sont les députés provinciaux. Et je vous donnerai l'exemple de ma province. Les rôles que jouent actuellement les députés provinciaux, particulièrement l'Assemblée provinciale, c'est ce qui aide même les maintien de l'autorité de l'État au niveau de la province. Puisque s'il fallait seulement se fier à l'exécutif provincial au niveau à la province de la Chopo, peut-être que cette province n'existerait plus. Ce sont les députés qui sont aujourd'hui en train de s'approprier même la question de sécurité dans la sensibilisation de la population et consorts. Plus que le gouverneur. Au-delà. Au-delà. Puisque s'il faut se référer aux prérogatives des gouverneurs qui devraient par exemple présider certaines réunions du Conseil des ministres, c'est une denrée rare chez lui. Bien au contraire, ce sont les députés qui sont obligés de sensibiliser. Par exemple, quand il y a eu avancée des rebelles du M23, ce sont les députés qui étaient en première ligne à les mobiliser dans leur territoire, à les sensibiliser la population. Donc, dire aujourd'hui que les assemblées ne sont pas importantes, ce serait tout simplement, d'abord, passez-moi l'expression, ce serait une rébellion contre la Constitution aussi. La Constitution qui peut être changée, certains parlent d'ailleurs de gouverneurs de province qui ne dépendraient plus de l'Assemblée provinciale, nommés directement par le président, parce que c'est le représentant du président en province. Ce n'est pas le représentant du président. Le gouverneur, il y a une grande confusion. Le gouverneur n'est pas le représentant du président, c'est le représentant du gouvernement central. Et le gouvernement central, c'est une institution autre que le président de la République. Le président de la République, c'est toute une institution. Dans l'article 63 de la loi sur l'administration de province, est très clair. Quant à ces. Donc, à tort, on appelle les gouverneurs de province les représentants du président de la République. Non, le président de la République n'a pas de représentant de votre province. Parlons rapidement de la Chopo. Quid de votre budget provincial? Est-ce que vous disposez des moyens? Est-ce que vous avez les moyens? Vous arrivez à mobiliser les moyens dont vous avez besoin pour bien fonctionner? L'Assemblée provinciale ne mobilise pas les moyens. Ou est-ce que vous disposez? Je n'ai pas demandé si vous mobilisez. Est-ce que vous disposez des moyens dont vous avez besoin? La province de la Chopo, c'est l'une des provinces les plus riches de la République démocratique du Congo, avec un potentiel très riche. Mais la mobilisation ne suit pas, alors qu'on devrait mobiliser plus. Par rapport à notre budget, au stade où nous sommes, je vous dirais que nous avons un budget utopique. Combien? 400, si je ne me trompe pas, 456 milliards
des francs congolais sur papier. 220 millions de dollars. Des chiffres sur papier. Mais la réalité en est une autre parce que les gouverneurs, on a eu un chef de l'exécutif et son équipe qui n'ont pas été en mesure de mobiliser suffisamment de ressources. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de coulage de recettes. Ce qui entre dans la caisse de l'État ne représente même pas 30% de ce qui est mobilisé, dans la logique des choses. Donc c'est un très sérieux problème. Voilà pourquoi les députés ont même pensé qu'il fallait en changer. Et celui qui va arriver, vous allez le désigner sur la base de ceux qui sont avec vous à l'Assemblée, ou vous êtes prêt à chercher le bon gestionnaire qui va faire le boulot? Nous pensons que les députés provinciaux ont tiré les leçons de leurs erreurs du passé et qu'il est quand même temps de corriger les choses dans le sens positif et pour envie de répondre aux aspirations de la population, mais aussi satisfaire la volonté du chef de l'État qui veut quand même qu'il ait des bons élèves au niveau des différentes provinces, des gens qui vont aider également. Vous n'avez pas répondu à ma question. Il devrait, ce futur gouverneur, venir de l'Assemblée provinciale. Pensez-vous qu'il existe en votre sein des personnes qui sont prêtes à répondre au profil que vous venez de décider, ou certains profils provinciaux reconnus peuvent être sollicités par vous pour venir prendre la fonction? D'abord, nous n'allons solliciter personne, puisque quand vous partez solliciter une personne qui n'est pas préparée, risque de vous dire à la suite que ce n'est pas moi, c'est vous-même. Voilà pourquoi nous attendrons voir les profils qui vont se présenter par devant nous, en provenance de l'Assemblée ou en dehors de l'Assemblée provinciale, mais que ce soit quand même une personne à un profil idéal, qui va répondre aux aspirations de la population. Nous osons croire. On a beaucoup parlé de Kisangani ces derniers jours avec l'affaire Frivao. Vous avez eu la guerre à Kisangani, de nombreuses personnes sont mortes, tuées pour une guerre étrangère à la nation entre le Rwanda et l'Ouganda. L'Ouganda qui depuis 2-3 ans verse 65 millions de dollars par an comme indemnité à Kisangani. L'argent reste à Kisangani, l'argent doit être géré pour Kisangani. Est-ce que l'Assemblée provinciale peut nous faire un bilan de ce qui est fait de cet argent à Kisangani? Bon, l'argent n'est pas seulement destiné à Kisangani, c'est pour la réparation de tout ce qui a été commis comme dégâts par l'Ouganda, notamment dans la province de la Chopo, dans la province du Bazuele, dans la province du Otuele et même de l'Ituri. C'est donc l'ensemble de la Grande Orientale, la Grande Orientale des Mambré. Mais pour ce qui est du cas de Kisangani, de la Chopo, jusque-là, l'assentiment de la population n'est pas encore rencontré totalement. Puisque pour nous, la priorité des priorités était à ce que les courants électriques puissent être rétablis. Nous avons eu l'annonce l'autre fois du ministre honoraire Constant Moutamba d'un montant de 50 millions qui devrait être donné à la SNEL, mais jusqu'à ce jour nous attendons la matérialisation. Mais il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de frustration, puisque aussi bien du côté des indemnisations individuelles, où nous avons notamment beaucoup de fausses victimes aussi. Beaucoup de... Oui. Rémunéré aujourd'hui? Rémunéré aujourd'hui. Par Frivao? Aussi bien, oui, par Frivao. Mais malheureusement, c'est difficile de pouvoir les découvrir. Pourquoi? Parce que les gens sont malhonnêtes. Parce que tout s'est fait sur base de témoignages. Même quelqu'un qui n'a pas été victime, qui vient s'enregistrer comme victime, il connaît les éléments qui sont demandés, il fournit ces éléments-là, même des documents qui sont fabriqués de toutes pièces, et ce n'est pas la faute de ceux-là qui sont là. Malheureusement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous avons une population malhonnête qui veut malhonnêtement gagner sa vie, suite notamment à cette pauvreté qui nous gangrène. Les gens cherchent, comme c'est 2000 $ pour une indemnisation individuelle, les gens cherchent de cette manière. Voilà pourquoi nous avons toujours plaidé pour l'indemnisation collective. L'indemnisation collective de tout ce qui va profiter à tout le monde et de ce qui restera comme souvenir. C'est ainsi qu'on a eu à obtenir, par exemple, l'indemnisation, notamment des jardins zoologiques de Kisangani, à hauteur de 4 millions. Le ministre récemment, le ministre de la Justice était récemment à Kisangani, il a constaté que rien n'était fait. Au jardin zoologique? Oui. Moi j'étais là, j'ai vu les travaux qui se faisaient. Je ne sais pas maintenant après moi. Je ne suis pas encore passé là depuis un certain mois, ça fait environ 2 mois. Je ne sais pas s'il était là. C'est ce qui s'est fait comme travaux publics et puis l'indemnisation qu'avaient obtenu les cliniques universitaires, l'église catholique.
mais aussi nous aussi l'ensemble pour notre bâtiment, ce qui fait d'ailleurs couler d'encre et salive suite à certaines mauvaises interprétations. Mais de manière générale, je crois qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire et nous souhaitons à ce qu'il y ait concertation. Concertation au-delà de l'indemnisation individuelle pour le cadre de l'indemnisation collective, qui est concertation avec la notabilité de la Chopo, qui est concertation avec les élus, afin qu'il y ait harmonisation de comment cette indemnisation-là doit profiter à la province de la Chopo.